Walid, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur une croisière sur le Nil. Ouais. On a de la chance. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous. Ouais, avec plaisir. Pour présenter un petit peu la situation, donc nous sommes sur une croisière Lazuli et nous avons reçu plusieurs questions de la part des abonnés sur Instagram. Vous pouvez venir nous rejoindre là-bas. Et Walid a accepté de répondre à toutes ces questions sans tabou. Avec plaisir. Est-ce que peut-être tu peux te présenter? Je m'appelle Walid Faisal. Je suis un guide égyptologue francophone, conférencier, et je suis aussi un professeur de l'université. Ok, super. Oui. Plus un docteur en égyptologie. Oui. Est-ce que, avant de commencer à répondre aux questions, tu pourrais nous faire une petite présentation de l'Égypte, les périodes? Oui. On peut faire un résumé que l'histoire d'Égypte, normalement, ça commence dans les années 3200. Avant ça, il y avait d'Égyptiens, mais quand même, la civilisation, ça a commencé en 3200 avant Jésus-Christ. Ça, c'était la date où on a commencé à faire l'écriture de papyrus. Okay. Voilà. Et en plus, c'est la date de l'union de Haute-Égypte et Basse-Égypte. L'Égypte est divisée en deux. Et ça vient un roi qui s'appelle Narmer, qui a uni les Haute-Égypte et Basse-Égypte ensemble. Et de cette date-là, ça commence l'histoire vraiment que nous connaissons égyptiens. 3200 avant Jésus-Christ. Okay. Après ça, on a l'histoire d'Égypte est divisée en 30 dynasties. Et les 30 dynasties, là, elles sont partagées en 3 grandes dates. Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire. Ancien Empire, on parle la création, de construction des pyramides, la construction des pyramides. Et ça date de 2500 avant Jésus-Christ. Après ça, on a les années 2000, ça c'est Moyen Empire. Et 1400, c'était le Nouvel Empire. Ok, merci beaucoup. On est Est-ce que tu pourrais donner un pourcentage des découvertes qu'on a faites jusqu'à présent sur l'Égypte antique? Normalement, on peut dire qu'on a trouvé seulement 20%. Seulement 20%. Et le 80%, c'est déjà sous les maisons, sous le désert, caché. Incroyable. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas encore trouvées, qui sont sous des maisons en particulier? Oui, énormément. Nous, excellent. On connaît déjà qu'il y a des maisons, il y a des richesses là, mais pour trouver, faire des fouilles, il faut raser presque des quartiers ou des villes pour sortir toutes ces richesses-là. Ok, c'est fou. Et est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va accélérer les découvertes? Oui, je pense oui. Bien sûr, ça nous aide beaucoup quand même de connaître un petit peu le trace. C'est-à-dire, on a trouvé ici une des membres de famille, c'est-à-dire le reste de même famille, ça va être là et là, là, et ça nous facilite. Avec tous les dates, avec toute l'histoire, avec leur vie, ça nous facilite avec l'intelligence artificielle à trouver beaucoup de solutions. Ok, incroyable. Et certains disent que les Égyptiens auraient caché un énorme trésor. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Normalement, c'est pas leur but, c'était de cacher des trésors. Leur but, c'était fait des maisons pour leur vie, et c'était normalement en briques ou des bois, des palmiers, des dattiers, et leur tombe. Et ils mettent toutes leurs richesses dans leur tombe pour la vie éternelle. C'est-à-dire, si on trouve une richesse, c'est pas une richesse cachée, c'est une richesse, c'est leur richesse vraiment. Ah oui. Voilà, ils gardent avec eux pour la deuxième vie. Ah, donc peut-être qu'il y a un tombeau qu'on n'a pas encore trouvé et dans lequel il y aurait un gros trésor. On a énormément de tombeaux qu'on n'a pas trouvés. Ouais. Mais peut-être que dans un d'entre eux, il y aurait un énorme trésor avec de l'or, des pierres. Et moi, je pense que c'est à Saqqara. Toujours le mot-clé, c'est Saqqara, parce qu'on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant, même pas 1% ou 2% de la richesse qui existe là-bas. Ah ouais. Parce que Saqqara, c'est une cimetière d'Égypte qui était utilisée depuis les années 3200 avant Jésus-Christ jusqu'à l'entrée des Grecs et Romains. Et on n'a quasiment rien trouvé là-bas. Et on a trouvé, mais pas vraiment grand-chose. Voilà. Et très riche, elle est très riche. Ok. Et du coup, par rapport à toutes ces découvertes, comment ça se fait qu'elles soient si bien conservées? Regardez, on a un secret en Égypte, c'est facile, normalement, ça n'existe pas dans d'autres pays, par exemple en France, c'est le sable. Et le sable et la chaleur, comme vous voyez comme ça, le soleil et la chaleur et tout ça, ça vraiment garde en bon état les couleurs. Et ça garde en bon état, c'est pas abîmé, parce que l'ennemi des monuments, c'est l'humidité. Quand on a l'humidité, ça abîme. Et là, sous le sable? Sous le sable, c'est vraiment très bien conservé. Exceptionnel. Voilà. Et par rapport à ces dessins, justement, pourquoi on les dessinait toujours de profil? Bon, regardez, ça, c'est les gens toujours se confondent à cause des films, on trouve toujours les pharaons dansent comme ça, des trucs comme ça. Mais non, les pharaons dansent normal, mais pour voir le mouvement, on doit voir les profils. Parce que si on met les pharaons, on met les Égyptiens en façade, et pour faire en avance, on doit sortir des murs. Donc, on doit faire 3D. Mais ça, c'est existant. Donc, essayer de faire en profil pour voir le mouvement. Il donne, il offre, il court. Voilà, tous les mouvements là.
Ok. En plus, ils ont utilisé aussi les qualités de couleurs. C'est des bases métalliques. Tous les couleurs utilisées, c'était des bases métalliques. Nous, on est déjà, avec notre bateau, l'Azuli, donc on a déjà visité le carrière et on voit là-bas la base des couleurs du jaune, par exemple, le rouge. Ça c'est oxyde de fer, ça c'est oxyde de charbon. Voilà. Donc on trouve que ça, c'est des bases métalliques. À cause de ça, ça résistait pour longtemps et ça garde des bonnes couleurs en bonne qualité. Ah, ça fait beaucoup de facteurs. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Et par rapport aux découvertes, il y a aussi les hiéroglyphes. Ouais. Comment on a découvert les hiéroglyphes? Bon, les hiéroglyphes, normalement, on ne sait pas sûr, mais on estime qu'ils ont déjà entendre, par exemple, un hibou qui toute la nuit, elle fait Donc, pour faire le son ils ont fait un hibou. Ok. Voilà, un serpent qui marche et qui fait f. Donc, pour faire un F, ils ont fait un serpent. C'est facile. Et après ça, ça a modifié, ça a grandi jusqu'à sa sortie, l'alphabet. Et du coup, chaque hiéroglyphe fait un son Un ou son. une lettre? Voilà, Okay. ça marche phonétiquement. Ok. Et comment on peut en être sûr? Il y a eu une découverte Oui, mais la plus grande découverte, c'est la pierre de Rosette. Et la pierre de Rosette, c'était divisé en 3 parties. On a un hiéroglyphe et on a aussi un démotique. Et après ça, on a la langue grecque. Voilà, et on fait la comparaison avec le cartouche. Le cartouche, on écrit le nom du roi toujours dans un cadre qu'on appelle cartouche. Ça vient d'un terme qui s'appelle Shanna ou Ranna, c'est-à-dire le grand titre vraiment fameux. Ça, c'est le roi. Okay. Et il a trouvé le nom de Cléopâtre. Voilà. Et il a fait la comparaison. Et il a commencé à déchiffrer que ça, c'est K, ça, c'est L. Voilà. Et il s'appelle Cléobadra. Normalement, c'est pas Cléopâtre. Et ça, comme ça a commencé petit à petit. Mais en plus, il y avait beaucoup de fouilles et de travail, d'abord avec les chrétiens qui étaient en Égypte, et après ça, à part les musulmans qui sont arrivés dans les années 800, beaucoup de travail, ça se finit par la pierre de Rosette et Champollion. Ok, donc la cartouche Cléopâtre avant la pierre de Rosette. C'était, oui, on a trouvé sur la pierre de Rosette déjà, affiché. Ah, c'est marrant. Ouais. Et sur tous ces dessins dont on parlait, tu as commencé à répondre avec les chrétiens, je pense, mais pourquoi ils ont le visage qui est détruit? Bon, regardez, les chrétiens déjà, au moment où les Romains torturent pour la religion, des questions comme ça, ils étaient allés réfugiés dans des temples. Et ça a commencé à trouver parfois, il y a des corps tout nus, des visages comme ça. Et ils ont peur de quand même les gens être toujours attachés avec ces divinités ou ces gens-là. Donc ils ont commencé à effacer ou abîmer ou cacher avec un couche de plâtre. Ok, ah, incroyable. Et le nez du sphinx, du coup, c'est pareil ou... Bah, regardez, normalement, il y a toujours ce que nous appelons le bas et le cas. C'est l'âme et le double. Le double, c'est presque comme le fantôme, le djinn, quelque chose comme ça. Et si le statut n'est pas en bon état, le double ne passe pas à l'intérieur de cette statue-là. Il ne va pas s'aspirer. Okay. Et ça vient ici que si quelqu'un n'aime pas le roi, il commence à abîmer le nez et comme ça, le cas ne trouve pas un bon statut. Donc si on n'aime pas le roi, on casse son nez. Et si on repasse dans le musée égyptien, par exemple, on trouve énormément de nez qui sont cassés. Sauf les nez, c'était dans des cachettes. C'est-à-dire quand un statut était trouvé dans une cachette, il a des bons nez. Parce qu'il n'y a pas, c'était pas à l'extérieur, c'est pas abîmé. Voilà. La détruire. Et du coup, c'est pas Napoléon qui a détruit le... Non, Napoléon, normalement, il a visité l'Égypte, mais on a trouvé déjà des dessins plus anciens que Napoléon, et déjà le nez était cassé. Ah. Voilà. Donc c'est fameux par Napoléon. Et Astérix et Obélix, on a parlé d'Obélix, voilà. Mais non, c'est vraiment avant Napoléon que c'est déjà cassé. Ok. Et par rapport à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, est-ce que c'était un accident ou c'était volontaire? Bon, regardez, on n'a pas aussi sûr parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça. On parle de cet accident, voilà, du feu normalement. Mais on trouve aussi à ce moment-là, il y a quelque chose. Il y avait une guerre religieuse entre le christianisme, entre déjà les gens des pharaons et la religion de Amon et Ra. Et après ça, on a les Grecs et avec les Romains et Zeus. Il y a vraiment et les Juifs bien sûr. Donc on a tous ces guerres religieuses là. Et normalement, la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait plein de statues avec tous les grands dieux grecs, romains. Donc je pense que si on a un mouvement pour casser les statues, peut-être ça a brûlé aussi les bibliothèques. Ah. Ouais, beaucoup de mystères quand même. Voilà, on n'a pas vraiment quelque chose qui explique pourquoi c'était brûlé. Hein. Ok. Et en parlant de mystères, est-ce que tu penses que ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides?
Bon, regardez, yani, on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant d'extraterrestres, vraiment. Voilà. Donc, on n'a pas, voilà, on n'a pas. Mais quand même, si on parle de côté de pyramide, il faut visiter l'Égypte vraiment pour voir le développement du tombeau royal. Ce que nous on parle de développement du tombeau royal, ouais. C'est-à-dire, on a déjà vu ça dans le musée hier, voilà, dans le musée d'Assouan. Ouais. Et c'est développement pour un puits pour un roi. Et après ça, ils trouvaient que ça c'est petit pour un roi. Après ça, ça a grandi un petit peu jusqu'à 50 mètres sous terre. Et après ça, ils ont remarqué qu'il y a des gens qui peuvent marcher en dessous, ils ne savent pas qu'il y a un tombeau là. Donc on va mettre un petit banquette, afficher le nom ou un cartouche pour me dire ça c'est un roi. Et ça restait cette forme-là longtemps. Ça vient Djoser avec Imhotep, les fameux Imhotep, qu'il a modifié un petit peu le tombeau. Il a rajouté 2 mastabas pour le mastaba essentiel. Et comme ça, on a 3 mastabas. Et le mastaba, c'est une plaque... C'est un banquette. C'est vraiment un plaque comme ça. Voilà, et on met au-dessous comme ça pour dire, faites attention, il y a une construction sous terre là. Et après ça, Imhotep, pour voir son tombeau avec Djoser, c'est Djoser avec son Imhotep pour voir son tombeau de l'autre côté du Nil. Elle a demandé d'agrandir déjà les 3 étages là, le 3 mastabas. Donc elle a grandi à 6 mastabas. Et comme ça, par hasard, ça sortit la première pyramide à degrés. Ah oui. Et après ça, il y a Djoser, le père de Khéops, qui est arrivé et faire une pyramide et avec un base très large, sommet tout petit. Et à la fin, on a sorti avec une pyramide rhomboïdale, pas très jolie. Après ça, il avait une deuxième tentative pour faire une pyramide plus jolie. Voilà. Et avec un couche rouge, et c'est ça, c'est vraiment une des premières pyramides complètes dans Dashur. Et après ça, il a fait une 3e pyramide. Après ça, ça vient Khéops, qui son père déjà, il a fait 3 pyramides, regroupé tous ces ouvriers là pour faire une pyramide gigantesque, parce qu'il a déjà les moyens, les ouvriers, l'expérience. Donc, c'est vraiment tout est expliqué. Mais il faut visiter l'Égypte. Et on peut retracer petit à petit les différentes étapes qu'on menait jusqu'à la pyramide dans l'histoire. Même on a l'échafaudage utilisé pour la technique. La technique pour monter les blocs, des pierres et tout ça. Déjà, on a des échafaudages qui existent dans le temple de Karnak, date de l'époque déjà, les 332 avant Jésus-Christ. Et on a déjà les rampes, comment ils ont tiré les blocs, comment tout ça, tous les détails, ça existait. Et même on a les dessins à l'intérieur de tombeaux avec des gens qui tirent un statut, et on a compté les gens, c'est 600 personnes pour un statut de 2 tonnes. 2 tonnes, c'est une voiture à peu près, une bagnole, et tiré par 600 personnes, plus le taureau. Il n'y a pas de roue aussi. Voilà, et il y a des traîneurs. Ils ont fait déjà des routes. Et les routes, c'était en limon, et pas en asphalte. Et après ça, ils jettent un petit peu de l'eau, ça glisse. 600 personnes pour une statue de 2 tonnes? Oui. C'est énorme. Voilà. Et du coup, comment ils ont fait pour monter? Tu as parlé des échafaudages, mais est-ce que c'était des échafaudages en bois, comme on les connaît maintenant? Non, c'est en briques. C'est en briques? Oui, c'est en briques et en limon. Et comme ça, voilà. Parfois, on met comme des escaliers. Parfois, c'est un rampe. Et quand on tire les blocs, ça rampe sur le... Et toujours, on dit, ils ont utilisé des rampes en colimaçon. Ça, c'est plus pratique et plus fragile, mais c'est un travail énorme. Ouais, j'imagine. Ouais. Et bah, tu as répondu à la question, les 2 questions, qui étaient du coup pourquoi elles ont été créées. On a eu la réponse. Et la théorie la plus crédible sur leur construction, du coup, c'est les échafaudages en briques et en limon. Avant la question suivante, je veux juste faire une petite précision. L'empire de Nubie, le royaume de Nubie, donc l'actuel Soudan, faisait partie de l'Égypte, de l'empire de l'Égypte. Oui, regardez, normalement, à l'époque égyptienne, l'Égypte s'agrandit et ça devient plus petit, comme ça. Ça dépend le temps, ça dépend les guerres, ça dépend les rois et tout ça. Mais c'est toujours l'Égypte et le Soudan, c'était un seul empire, c'était un seul pays. C'est seulement les Anglais, quand ils ont colonisé l'Égypte, ils ont fait l'Égypte plus Soudan. Même le roi d'Égypte moderne, il appelle le roi d'Égypte Soudan. Et après ça, on a divisé. Même partie de l'Éthiopie, c'était le source du Nil, elle est toujours avec l'Égypte. Et on trouve ça sur les parois, Abou Simbel, Ramsès II, voilà, quand ils passent là-bas pour être responsables de source du Nil. Donc, au niveau des couleurs du peau, par exemple, on a des Égyptiens qui sont clairs, Égyptiens qui sont un petit peu foncés, et des Égyptiens qui sont un petit peu plus noirs, plus foncés. Parce que c'est le soleil. Et si on reste toujours avec les 42 degrés, c'est pas comme on reste sur 20 degrés. Donc on a un petit peu, voilà, le peau sensible, les couleurs, ça a changé. Mais c'est toujours des Égyptiens. Voilà. Évidemment, c'est des Égyptiens, mais si l'empire s'étendait jusqu'au sud du Soudan ou au nord de l'Éthiopie actuelle, parce qu'on parlait pas à l'époque d'Éthiopie ou de Soudan. On parle de ça, c'est 2500 et 2500 avant Jésus-Christ déjà. Évidemment. Et donc au sud de l'Égypte, les Égyptiens avaient la peau noire. Mais c'était au sud de l'Égypte. Et des Nubiens,
Du coup, le Nubien, c'est un petit peu marron. C'est pas vraiment très foncé, pas très clair. Voilà. Ok. Et est-ce que parmi eux, on en a eu qui ont été pharaons? Oui. À la fin de l'histoire, et durant l'histoire aussi, on a les Nubiens qui ont pris le pouvoir d'Égypte. Okay. Il a mis un Nubien, un roi comme Taharaka, par exemple, il a mis le double couronne sur la tête. Il devient le roi d'Égypte. C'est comme Ramsès, comme voilà. Et toujours, il a respecté toutes les règles des prêtres. Donc, on considère comme un roi pour l'Égypte, puisqu'il a le double couronne, il fait les offrandes pour les divinités, il fait tout, il pratique les mêmes rites. Donc, ça va. Vous êtes le roi d'Égypte. Comme les Grecs après. Les Grecs, ils n'étaient pas égyptiens, mais ils ont respecté les mêmes rites, ils ont fait les mêmes choses, ils ont mis le double couronne et ils sont devenus les rois d'Égypte. Okay. Les Romains, ils n'ont pas aimé ça, donc on s'arrête avec les Grecs. Ok. La double couronne, si je ne me trompe pas, c'est pour signifier royaume du nord d'Égypte et plus le sud d'Égypte. Le roi du nord et le roi du sud. D'accord. Donc il y a eu certains pharaons qui venaient de Nubie, qui avaient la peau noire. Ouais. Mais c'était pas tous les pharaons et c'était pas tous les Égyptiens. Non, non. On peut dire que c'est des périodes dans l'histoire qui sont devenues sur la tête d'Égypte. Des périodes et des régions, ok. Mais normalement, les Égyptiens, ils sont un petit peu foncés parce qu'il n'y avait pas la crème solaire, il n'y a pas les casquettes, il y a des trucs comme ça. Donc ils restent toujours avec la chaleur d'Égypte, surtout en été, donc ils sont bronzés. Ok. Et on peut rajouter quelque chose. Si on visite le musée égyptien, on va trouver des statues très claires, c'est-à-dire c'est des gens ou des femmes qui travaillent à l'intérieur de maison, et un petit peu les gens qui travaillent à l'extérieur, ils sont un petit peu bronzés, et un petit peu des gens à côté, ils sont plus foncés, c'est-à-dire ça c'est bronzé, ça c'est nubien, voilà. Donc on a tous les couleurs déjà respectées avec des maquettes, des vraies maquettes, qui datent de l'époque, et ça existe au musée. Ah, donc on a une sorte de code couleur. Voilà, dans tous les musées. Hein. Et on voit dans tous les cas, parfois, on a vu des hiéroglyphes d'esclaves, outre plus que la couleur, et des formes de visages différents aussi pour signifier les... Bon, regardez, les esclaves en Égypte n'ont pas laissé de faire des constructions avec une relation avec les divinités. C'est-à-dire, on n'aime pas qu'un esclave travaille pour un temple. Il n'aime pas travailler dans quelque chose de sacré. C'est toujours les Égyptiens qui font leur temple, leurs endroits, tout ce qui est sacré normalement. Les esclaves, ils ont travaillé à l'intérieur des maisons. Les esclaves, ils ont travaillé dans les mines, dans la montagne, casser les blocs et tout ça. Mais quand même, ils sont traités bien. C'est-à-dire, ils n'ont pas coupé les mains, ils ne sont pas torturés. On n'a pas des scènes comme ça. On n'a pas même des scènes où on a des têtes coupées ou des trucs comme ça. Non, voilà. Et si quelqu'un vient de commerce, il n'est pas égyptien, il vit en PA. On a vu quand même des hiéroglyphes d'égyptiens qui avaient, d'étrangers qui avaient des bras coupés. Ouais. Mais c'était pas sous l'Empire d'Égypte, c'était sous les Grecs, c'est ça? Ouais, c'est les Grecs et les Romains, et en plus, ça c'est des dessins. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est sur les parois des temples, c'est vrai ou pas vrai? Nous, on ne sait pas. Et c'est pas écrit sur un papyrus qu'on coupe les mains. Tu as devancé du coup ma question sur le rôle des esclaves. Ouais. Tu as répondu, tu as dit que c'était surtout le travail dans les maisons, dans les mines. Ouais. Dans ce cas-là, qui a construit les pyramides? C'était les Égyptiens, 100%. C'était les Égyptiens. Voilà. Donc c'était des artisans. Et c'est des gens qui ont des métiers. C'est-à-dire, il y a un artiste, il y a un bâtisseur, il y a des métiers spécialisés pour faire ça. Okay. Il y a par exemple, pour faire Valet de Roi, on connaît déjà, ils ont affiché qu'il y a 2 équipes qui travaillent, équipe à gauche, équipe à droite. Et ils font un jour de compétition, eux. Quels sont les meilleurs? Comme ça, ils sont plus payés. Ah, voilà. Fou, incroyable. Et ça me rappelle une question plus personnelle, qui est de savoir quelle découverte, toi, t'as le plus touché. Bon, regardez, le découverte le plus important en Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est Toutankhamon. Ouais. Parce qu'on a trouvé toutes les affaires intactes. Et c'est la première fois qu'on n'a pas quelque chose brûlé. Ça, c'est presque tout complet. Même l'or, voilà, c'est pas pilé. Même de l'époque. Il y avait une tentative déjà, à Toutankhamon. De l'époque des pharaons, il y a 2 voleurs qui ont entré pour voler des affaires de Toutankhamon, du roi, et c'était à l'époque le plus cher, c'est pas l'or et les diamants, c'était l'extrait du parfum. Et ils ont trouvé les vases de parfum en sortant, les soldats ont rattrapé, ils ont cassé les têtes de derrière devant tout le monde. Ça, c'était la punition de quelqu'un qui entre dans un tombeau royal. Et après ça, ils ont refermé le tombeau, et à cause de ça, on a trouvé le tombeau pas en bon état, pas organisé, pas en ordre. C'est quelqu'un qui a cherché vite. Comme dans un cambriolage, voilà. La maison, elle est sans dessus. Ouais. Et j'ai pas compris, ils ont cassé la tête. Voilà, de derrière comme ça, devant tout le monde, c'est une punition pour passer le massage, ça c'est vraiment interdit. Mort du coup? Ouais, tout de suite. Ah, mort Ouvrir un tombeau royal, ça c'était une catastrophe. Ah ouais, et pourtant c'est pas si vieux que ça, c'est le début du
fin du 19e siècle? De quoi? La découverte de Toutankhamon. Ouais. Ah ouais. Et, mais ça, du coup, c'est la découverte la plus importante pour toi, pour l'Égypte. Mais est-ce qu'il y en a une qui t'a touché, toi, personnellement? Moi, j'aime des sites, par exemple. J'aime les sites, par exemple, Vallée des Artisans. Ça, c'est les artistes qui ont travaillé dans les vallées des rois. Et là-bas, on trouve les traces déjà des maisons des pharaons. Ils sont en bon état. Et c'est déjà les Français qui ont fait toujours les fouilles. Et c'était caché toutes les villes avec les montagnes de sable. Et on a sorti avec des maisons, les toilettes, les ruelles, tout en bon état, vraiment à Luxor, qui s'appelle Vallée des Artisans. Et on a les tombes, ils sont petits, mais ils sont très bien conservés, parce que aussi c'était caché sous sable, voilà. Et ça trouve la plupart de ces choses-là, les momies, les chaises, les lits, tout ça, ça existe dans le musée des civilisations en très bon état. Incroyable. Et ça prouve encore une fois que c'était des artisans qui créaient ce qui était sacré, parce que la vallée des rois, c'est la vallée avec toutes les tombes de Toutankhamon. Oui, parce qu'ils ont trouvé que, par exemple, toujours qui dit, ils sont où les tombes et des rois, c'est les artisans. Donc, ils ont bloqué les artisans, mais dans une ville, pas dans une prison. Et c'était des centaines de gens qui vivaient ensemble dans un endroit à côté de Vallée des Rois. Ok, c'est fou. Et en parlant des pharaons, justement, on a plusieurs questions sur les pharaons. Ouais. Est-ce que, avant de poser toutes ces questions, tu peux nous expliquer le rôle d'un pharaon? Bon, le rôle d'un pharaon, c'est le roi, normalement, et parfois, c'était l'image du dieu sur terre. Okay. Donc, c'est-à-dire, si on veut traiter le Dieu bien, on doit traiter le pharaon bien. Et parfois, il s'est devenu plus humain comme un roi. Donc, les gens ont commencé à se révolter, ils ne sont pas très contents de lui. Donc, voilà. Et c'était le grand prêtre, déjà. Pour une cérémonie, pour quelque chose comme ça, c'était toujours lui. Okay. Et toujours, ils ont affiché le pharaon ou le roi sur les parois, avec très bon état, toujours jeune, pas âgé jamais, toujours en bon état, toujours le sportif, actif, même s'il est très âgé, 60 ans, comme ça. Et du coup, la première question c'est, qui était le pharaon le plus puissant de l'histoire? Normalement, le pharaon le plus puissant, c'est Ramsès II, parce qu'il a laissé des traces d'Alexandrie au nord jusqu'à Abu Simbel au sud. Chaque site on entre, où on passe dans un temple, on trouve toujours un cartouche de Ramsès II. Donc il a fait de restauration de tous les temples d'Égypte. On peut dire de tout, mais presque tout le monde. Voilà. Ça, c'est aussi lié à sa longévité, au fait qu'il soit resté très longtemps. Oui, mais lui, il a vécu longtemps quand même. Et était vraiment, il a aimé d'aller en pyramide. Regardez qu'est-ce qu'il avait Khéops. Il a trouvé que si le pyramide très grand, il reste toujours dans l'histoire. Et la différence entre Ramsès II, les gens ne savent pas, et Khéops, c'est presque 1000 ans à peu près. 1000 ans. Donc il est allé comme un touriste avec un chapeau pour la photo. À côté. Voilà, c'était vraiment différent, mais il y a 1000 ans déjà. Mais il était impressionné avec la taille, gigantesque. Donc il a essayé de faire la même chose à Abu Simbel. Temple très grand, gigantesque. Il a essayé de faire ça dans le colonne de Karnak. Grand, gigantesque. Toujours il a eu cette idée-là du pyramide. Du gigantisme. Ah, donc les pyramides ont influencé Ramsès. C'est influencé par les pyramides déjà, voilà. Très bien. Cash, est-ce qu'il y avait de l'homosexualité chez les pharaons? Je pense oui. Normalement, dans tout, on a trouvé plein d'épreuves de sexe chez l'Égyptien, même des papyrus qui expliquent les positions, les relations entre eux, les problèmes entre les femmes, les problèmes de tout ça, c'est déjà, on a trouvé tous les détails. Voilà. Mais je pense oui. Ouais, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve de 100%. On n'a pas trouvé quelque chose de... Voilà. Ok, on ne pourrait pas donner un nom de pharaon qu'on connaissait homosexuel, par exemple? Bon, on n'a pas. Même parfois, on parle de Akhenaton parce qu'il a une forme bizarre de son corps. Un petit peu, peut-être. Mais on n'a pas de preuves. Ok. Ouais. Et est-ce que l'inceste, les relations entre les frères et les sœurs, mère et fils, père et fille, est-ce que ça existait? Regardez, ça existait dans des cas spéciaux. C'est pas toujours, c'est pas vraiment fameux, ou c'est pas toujours, on l'utilise toujours, ou c'est quelque chose. Non, c'est toujours pour garder le sang royal. Normalement, le sang royal chez les pharaons passe par les femmes. Et après ça, on a les juifs qui ont imité ça, où ils ont dit, voilà. Mais là-bas, c'était comme ça chez les Égyptiens, c'était toujours on garde le sang royal par les femmes. Parfois, pour se marier. On a des cas spéciaux, même qu'on a le roi qui a se marié avec sa fille, par exemple. On a parfois, comme Hatshepsut, se marier avec Thothmosis II. C'était de même famille, et c'est presque frères et sœurs, donc ils se mariaient entre eux pour résoudre des problèmes qui prennent le pouvoir d'Égypte. Voilà. Et c'est pour ça que parfois il y avait des enfants handicapés aussi. On en voit souvent sur malheureusement, les on trouve, Très bien. Et est-ce que les pharaons étaient monothéistes? Regardez, il y a beaucoup de paroles. Mais à mon avis,
Ils n'ont pas fait l'adoration des statues. Ils ont fait les symboles du Dieu. Mais parfois, les gens demandent, c'est où comment on connaît qu'il y a un Dieu? Il dit, regardez, le Dieu, c'est comme l'air, par exemple. On sent l'air, mais on ne le voit pas. Les dieux, il est où? Il dit, oh, au ciel. C'est comme le ciel, donc c'est comme le soleil. Donc, ils ont commencé à donner des exemples aux gens. Et les gens, pour expliquer mieux, ils ont fait des statues pour symboliser ça. Mais normalement, tout le monde fait l'adoration de Dieu symbolisé par le soleil. D'accord. Et c'est pour ça que le Dieu, c'est Ra, c'est ça? C'est Ra, oui. C'est Ra. Et tous ces enfants sont un peu des symboles de lui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dieux qui ont des têtes d'animaux, comme Anubis, Thoth. Peut-être que tu peux expliquer? Bon, regardez, on a essayé de faire, par exemple, ça dépend de l'histoire. Ça dépend, par exemple, le Bastet, le chat. C'est une divinité. Pourquoi? Parce qu'elle a sauvé l'Égyptien des maladies qui viennent des souris, des rats, dans les greniers et tout ça. Donc, ils ont fait un statut pour elle. C'est pas un statut pour l'adoration des chats, on fait pas, voilà, mais c'est symbolisme. Et il y a un dieu, moi, dont j'ai bien aimé la signification, c'est Thoth. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cet oiseau C'est l'oiseau ibis, hein, voilà. Et l'oiseau ibis, ça, c'était vraiment... ils ont remarqué qu'il il marche à côté du Nil, des trucs comme ça, et avec son bec, il touche l'eau pour manger, toujours, il écrit sur la surface de l'eau avec son bec. C'est excellent. Et c'est comme ça, ils l'ont considéré comme c'est le dieu de l'écriture. C'est excellent. Et une question, tu as commencé à y répondre avec la protection, mais pourquoi tant d'importance au chat? Voilà, parce que ça, il a sauvé plein de maladies. Donc, il y avait les nains, statue d'un nain, dans les maisons. Ça, c'est comme un bouffon, il fait du bien dans la maison. Et statue de chat, pour la protection. Dans toutes les maisons. Et on fait aussi un élevage des chats. C'est-à-dire, il y avait un système d'élevage des chats. Et comme ça, pour chaque maison a une petite chat dans la maison pour sauver des maladies. Mais quand tu dis protéger des maladies, pourquoi le chat il protégerait des Parce que toujours, c'était les rats et les souris qui bouffent le grain et des trucs comme ça. Et elles dépassent les maladies. En tuant les rats, ouais. Elle protège les greniers. Ouais. Ok. Et bien justement, par rapport à la vie commune, à la vie de tous les jours des Égyptiens, on a beaucoup de questions. Qu'est-ce que les Égyptiens mangeaient? Bon, les Égyptiens, ils ont mangé essentiellement, comme nous, du pain, du riz. Ouais. Donc on a pain, mais quand même, ils ont fait... riz aussi? Oui, ils ont 60 de genres de pain. Donc ils ont fait du pain miel, puis un sel, puis un je sais pas quoi, à la forme comme ça, à la forme des triangles, avec des fruits. Donc ils ont fait plein de formes du pain déjà. Okay. Donc c'est du pain plus viande. La viande, c'était du bœuf, des chèvres, du mouton, des gazelles. Les poulets sont arrivés dans les années 1400 avant Jésus-Christ. Donc 2500 ou 3200 jusqu'à 1400, il n'y avait pas des poulets. Ils sont arrivés d'où? Ça arrive de la côté Syrie, là. Ok. Voilà. Et c'était un animal décoratif. On ne le mange pas. Ok. Les poulets. C'est marrant. Voilà. Et pourquoi on ne les mangeait pas? Bah, c'est rare. Donc ça vient comme, voilà, c'était vraiment bien. L'oiseau, ouais. Animal décoratif. Ouais. Ok. Et sur quoi ils dormaient? On a trouvé plein de lits, hein, quand même, dans tous les tombes. Des lits en bon état, courbés pour la circulation du sang. Non. Déjà, oui. Et on fait quelque chose comme ça, toujours le pied un petit peu plus haut, comme ça la circulation du sang c'est bien, avec tout encamant, avec plein de découvertes. Si on visite n'importe quel musée d'Égypte, vous trouvez toujours des lits. Et des matelas. Ok, mais pas que pour les pharaons, pour le peuple aussi? Pour le peuple aussi, oui. Ah, c'est marrant. Mais c'était le roi, on le fait en or, ou en feuille d'or. Les gens normaux, c'est des bois. Et en parlant de matériaux, du coup, leurs vêtements, ils s'habillaient comment? Bon, regardez, ça c'est une question, par exemple, avec la position sociale, ou les classes sociales. Ouais. C'est-à-dire, si, par exemple, quelqu'un qui n'a pas vraiment une classe sociale, il marche toute nue. Et quand il y a un petit peu d'expérience, il commence à cacher un petit peu le sexe. Et après ça, quand il y a un petit peu d'expérience, il cache en haut. Le noble, toujours, il met du lin. Les rois et les reines, toujours très bien habillés avec du lor et du lin, des trucs comme ça. Ils ne touchent pas la terre. Toujours, ils sont sur les épaules de quelqu'un, comme nous un petit peu avec les voitures, les classes sociales, les marques. Ça existait la même chose. Donc, plus on montait les échelles ils sont plus habillés, sociale, plus on avait de vêtements, mais ça part de zéro. Ouais. Il y avait des gens qui et de maquillage, et des perruques, des parfums, des trucs comme ça. Donc ça, c'était qui était tout nu? C'était les esclaves? Ça s'appelle l'esclave. L'Égyptien qui travaille à l'intérieur de maisons. Voilà, ça marche comme ça. Et pourquoi sur les hiéroglyphes, ils ont tous la même coupe de cheveux? Parce que la plupart, c'était fameux. À l'époque, c'était des perruques. C'était connu. Voilà, c'était connu déjà les perruques. Ils coupent les cheveux des esclaves et ils font des perruques. Et c'était presque comme nous à la mode
Voilà, tout, même presque la mode en tous les pays. Donc, eux, la même chose. Donc, c'était la mode, par exemple, de faire cette taille-là, des perruques. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'était des perruques de peau de mouton, peau de bœuf? Non, non, c'était des esclaves. Ils coupent les cheveux d'esclaves. Pour faire des perruques? Oui, des vrais cheveux pour faire des perruques. Ah, c'est excellent. Et on a, dans le musée égyptien, on a plusieurs modèles de perruques déjà. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ok, et tout le monde dans le village avait la même perruque. Presque pas la même chose. Parce que, surtout dans les dessins, parfois, on sort avec une forme idéale. C'est-à-dire, quand on fait les dessins, le relief, on essaye d'être un petit peu au bon état. Même ils ne sont pas tous les mêmes choses. Donc, on essaye de faire un petit peu les mêmes traces. Ouais. Oui, parce que c'est aussi un peu des symboles. Oui, symboles, dessins. C'est pas vraiment. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'ils avaient des tatouages? Bon, on n'a pas vraiment, on connaît pas vraiment est-ce qu'il y avait un tatouage, oui ou non, mais quand même, c'était fameux le henné, par exemple. Ouais. Voilà, et donc le col pour les yeux là, ça protège de maladies. Voilà, on connaît. Ouais, du soleil aussi. Ouais, du soleil, voilà. Le noir sur les yeux des femmes, ça c'était vrai. Voilà, ça c'est vrai, oui. Et parlant des femmes, quelle transition, comment était la vie sexuelle des femmes du peuple de tous les jours? C'est comme aujourd'hui. Il y a toujours, ça marche bien parfois, ça marche pas bien parfois. Voilà, ça marche. Voilà, c'est comme ça. Ok. Donc parfois exclusif, un seul homme, et parfois vie sexuelle plus. On n'a pas ce sujet-là, mais je trouve toujours dans les dessins sur les parois, dans le musée égyptien, toujours il y a une seule femme. Pas, par exemple, lui à côté deux femmes à droite et deux femmes à gauche. Ah. Non, toujours lui à côté une femme et deux, trois enfants au pied. C'est vrai que maintenant que tu le dis, dès qu'on a vu des pharaons, ils avaient jamais un harem. Ouais. On voit Abou Simbel, on trouve Ramsès et Nefertari. C'est une seule femme. On voit Amenophis III dans le musée, par exemple, lui à côté de lui de sa femme. Toutankhamon, lui à côté de sa femme. Ramsès II, c'est toujours lui et sa femme. Et donc il n'y en a pas. On a Rahotep et Neferet dans le musée égyptien, une statue très très jolie avec des yeux en quartz qui brillent, lui et sa femme. Ok. Voilà. Et est-ce qu'on pratiquait déjà le jeûne? Le fait de ne pas manger? Oui, déjà, on connaît ce qu'il y a un mois à peu près, en 30 et 40 jours, on fait le jeûne déjà. 30-40 jours? Oui. Comme le carême? C'est presque comme le carême, c'est comme le ramadan, voilà. Exceptionnel. Et on dit, avant d'entrer, il faut l'ablution, c'est comme aussi les musulmans, ou comme toutes les religions qui font ablution avant d'entrer dans les places sacrées. Les mains, les voilà. pieds. Et même, on connaît déjà que quand ils font la prière, parfois, ils mettent leur tête, et pas le cou là, mais ils font comme ça. Ils mettent par terre pour faire la prière. Et on voit ça sur les papyrus. Pour faire la prière, tête au sol? Oui. Symbole de soumission. Voilà. Ouais. Devant les divinités, c'est pas devant le pharaon. Ok. Ah, ça c'est marrant. Et justement, parlant encore des pharaons, on a quelques questions sur des célébrités. Qui était le dernier pharaon? Bon, le fameux qu'on nous connaisse maintenant, c'est Cléopâtre. Et c'est Cléopâtre, le 7, le 7e Cléopâtre, voilà. Il y avait 7 Cléopâtres. Et le 7e, c'est le dernier qui a se marié avec beaucoup des hommes, avec l'histoire. Ouais. Et ça se finit après ça, les dynasties. L'entrée des Romains, ça se finit les dynasties. Donc le dernier pharaon, c'était une pharaone. Oui, c'était une femme. Ouais. Excellent. Et pourquoi ça s'est terminé après Cléopâtre? C'était César qui a changé tout le système. Il n'a pas accepté vraiment de mettre le double couronne sur la tête et suit le même rite avec les prêtres et tout ça. Il a essayé. Mais pas marché vraiment. C'est que la couronne lui allait pas... Ouais, il n'a pas vraiment très intéressé. Les Grecs, ils en suivent très bien. Les Romains, non. Ok, donc après César, plus de pharaons, mais l'Empire c'est l'Empire romain. Oui, c'est l'Empire romain jusqu'à l'entrée de l'islam en Égypte. Donc c'est resté de l'année 0 à peu près, 50 après Jésus-Christ, jusqu'à l'entrée de l'islam, 640 à peu près. Okay. Ça, c'est la période romaine. Et c'était le plus fameux depuis les années 400 jusqu'à l'année 600. C'était l'Égypte presque des chrétiens. Voilà. Et après ça, c'est l'entrée des musulmans. Et parlant de Cléopâtre, est-ce qu'elle avait vraiment un gros nez? Comme non, mais c'est les nez des Grecs, normalement. Les Grecs sont jolis, sont beaux. Donc on ne peut pas dire vraiment des gros nez, là. Ouais. C'est pas connu qu'elle avait un gros nez. Et question du coup par rapport au Coran ou à la Bible, à l'Ancien Testament, qui pour toi est le pharaon dont on parle dans l'histoire de Moïse?
ou de Moussa? Bon, on a plein de questions de ça. Il y a vraiment beaucoup de recherches pour les questions de qui était le pharaon, de Moïse. Voilà, c'est difficile à dire normalement. Mais moi, j'ai dit quelque chose, je facilite un petit peu les choses. Parce qu'il y a des gens qui disent, regardez, la momie de Ramsès II, elle a la main gauche comme ça, c'est-à-dire quand la mer est fermée, il lui a fait comme ça pour se protéger, donc, et c'était momifié après la sortie de l'eau, donc c'était déjà le pot est sec. Donc il n'a pas vraiment replié les... Bah, c'est beaucoup d'explications. Mais nous, on connaît déjà avec le Coran ou avec le Bible, voilà, il a retourné en Égypte à l'âge de 40 ans. Et il a déjà, Moïse, déjà après, né, partie de l'église, voilà, il est déjà né avec un pharaon. Et sur le même pharaon, il a resté 40 ans dans le pouvoir, parce que quand il revient, encore une fois, il vient pour rencontrer presque son père. Donc, c'est un roi qui est resté plus de 40 ans. Donc, on peut chercher avec Google qui est le roi qui est resté plus de 40 ans. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On a 2, 3. Et une des vraiment qu'on peut dire, c'est qui? C'est Ramsès II. Ça, c'est vraiment qui a le pouvoir, qui a le temps, qui a vraiment, il a fait plein de choses. Et en plus, on a Merim Betah, son fils. Il a parlé des Israéliens. Il y avait un peuple qui est arrivé là, et on n'a pas aimé, donc on a laissé sortir. Et ça, c'est un panneau qui s'appelle le panneau de Merim Betah. Ça existe dans le musée égyptien, l'ancien, premier étage. Et c'est la première fois qu'on voit le terme Israël. Et lui, il parle du peuple d'Israël. Ok. Donc, celui le plus de chance, ce serait Ramsès II. Oui. Ok. Mais on n'est pas sûr, parce qu'il n'y a pas de relation entre la religion vraiment et l'histoire. Donc on estime, on essaie, voilà. Des suppositions. Ouais. Okay. Et pareil, du coup, est-ce qu'on a des preuves du passage de Joseph Oui, bien sûr, parce qu'il y avait de temps, il y avait vraiment la famine en Égypte. Grave. Il y a une famine qui n'est pas grave. Famine grave, c'était à l'époque de Djoser. Et c'est affiché un panneau. Donc 2700 avant Jésus-Christ. Oui, un panneau en Assouan. Voilà. Et c'est affiché qu'il parle de cette famine-là. Mais quand même, après ça, il y avait plusieurs famines. De quelle famine exacte, on ne sait pas. Mais normalement, aussi, avec un petit peu de travail, on peut dire c'est Moyen Empire. C'est-à-dire, c'est les années 2000, avant Jésus-Christ. Qui exactement, on ne sait pas. Ok. Et dernière question, est-ce que tu peux, ou est-ce qu'on peut, expliquer la malédiction du pharaon? Je peux peut-être expliquer, mais à l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, tout le monde, sauf Carter, si je dis pas de bêtises, est mort dans des mystérieuses circonstances dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois. On a plein des histoires de cette malédiction-là, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, mais je peux faciliter un petit peu, regardez. Normalement, ces tombes-là, il y a à l'intérieur beaucoup des choses comme nourriture, comme le corps d'être humain, beaucoup de bactéries qui sont là. Ils sont fermés de 5000 ans déjà. Et toutes ces bactéries-là, ils sont stables. Quand on a un oxygène qui entre, c'est réactif. Voilà. Et si quelqu'un est blessé, si quelqu'un sent, ça fait du mal. Donc maintenant, nous, on fait quoi? On fait un petit tube et on sort tout l'air d'abord et on laisse que l'air qui n'est pas bien sort. Et après ça, on ouvre petit à petit pour que ça ne prenne pas le choc. Avec le Toutankhamon, ils ont déjà pris le choc. Puis en plus, à l'époque, quand ils ont ouvert, si je dis pas de bêtises, ils mangeaient à l'intérieur, ils dormaient dans le tombeau, etc. Voilà, c'est ça. Donc ils ne savent pas que vraiment qu'il y a des bactéries qui vont être là, qui vont attaquer son corps là. Et parfois, on peut aller plus loin, un petit peu. On dit c'est le cas, c'est le double, c'est les génies, le fantôme qui protège toujours qui fait un petit peu du mal, mais on n'a pas de preuves, voilà, physiques. Le preuve physique, c'est les maladies, les bactéries. Rationnel. Ok. Merci beaucoup, Walid. C'était super riche. On avait vraiment toutes les réponses qu'on voulait. C'était super clair. Je vous en prie. Ça se voit que tu es passionné et que tu maîtrises très très bien ton sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, j'ai un Instagram, Facebook, YouTube. J'ai beaucoup de liens que je vais vous laisser dans la description, bien sûr. Voilà. Et avec si plaisir. On veut passer plus de temps avec toi, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous me contactez. Après ça, on organise un moment, visite l'Égypte. Et on reste ensemble, on fait un voyage ensemble, voilà. Pas forcément en croisière? Pas forcément. Moi, je vis au Caire déjà, voilà. Et je déplace toujours travailler à Luxor et à Assouan, donc ou au Caire ou Luxor et Assouan. Ok. Mais une croisière, c'est quand même le top du top. Je pense que depuis tout à l'heure, on voit
le paysage qui défile. Encore une fois, croisière Moi, Lazuli. j'adore déjà les croisières Lazuli parce que c'est vraiment une des très bonnes qualités, vraiment extraordinaire. Service top. Et on fait une navigation de 5 jours déjà, lentement. On a le temps de parler, on a le temps, voilà, profiter du soleil. Vraiment, c'est extra. Ouais, c'était super. En plus, on visite le temple presque tout seul. Ouais, carrément. Et je pense qu'on mettra Et des ça, c'est photos déjà après. en haute saison, on visite le temple tout seul. Parce qu'on entre dans des moments vraiment VIP. Exceptionnel. Ouais. Moi, je mettrai toutes les infos dans la description, les infos de Lazuli, tes infos personnelles aussi. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir répondu à toutes les questions. Avec plaisir. Merci Et beaucoup. puis, à bientôt. À bientôt.